Début du thème 2, mouvement et interaction, chapitre 2, mouvement dans un champ uniforme. C'est uniquement la partie A, la partie B sera traitée ultérieurement. À partir de ce chapitre, donc on a besoin dans le chapitre 1 de la notion de vecteur position, de la notion de vecteur vitesse et de la notion de vecteur accélération. Je reviendrai sur toutes les définitions après quand on les utilisera. La première des choses à connaître, c'est que donc en fait l'idée c'est que en mécanique, pour l'instant dans le chapitre 1, on s'est occupé à décrire les mouvements, mais sans jamais s'occuper de la cause de ces mouvements. Or en général, quelle est la cause d'un mouvement? C'est une force. C'est une force qui est appliquée et qui va faire en sorte que le mouvement existe ou pas. Et donc l'intérêt de ce chapitre, c'est que maintenant on va tenir compte de l'origine de ce mouvement, c'est-à-dire une force. C'est ce qui est fait dans la deuxième loi de Newton. Donc il y en a trois des lois de Newton. On va simplement déjà retenir donc la deuxième. On reprendra l'énoncé des trois lois ultérieurement. Donc vous connaissez les règles. En général, on va d'abord décrire ce qu'on appelle le centre de masse du système. Donc en fait le système, de toute façon en terminale, nous sommes avec de la physique du point. Donc en général, le centre de masse, c'est ce qu'on appelle le centre d'inertie de l'objet. Par exemple, pour une sphère, c'est le centre de la sphère. Donc voilà, c'est simplement la notion de centre de masse là qui est rajoutée, mais c'est pas ça qui va vous empêcher de travailler. Donc vous décrivez chaque fois le système étudié. Le référentiel dans lequel on va faire l'étude, c'est un référentiel qui sera souvent utilisé, qu'on appellera référentiel galiléen. Alors ça, il faut savoir ce que ça veut dire, mais vous verrez que dans la pratique, vous vous souvenez, quand vous écrivez référentiel, d'habitude, en général, on écrit déjà terrestre, on a l'habitude de le faire, mais vous rajouterez à chaque fois galiléen, automatiquement, sans réfléchir. Donc référentiel, terrestre, galiléen, c'est automatique. Et l'explication de ça, c'est simplement parce qu'un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel la première loi de Newton, ou le principe d'inertie déjà vu en seconde et rappelé en première, est appliqué. Qu'est-ce qu'il dit, ce principe d'inertie? Il dit que quand la somme des forces qui s'appliquent à un système est nulle, alors le système a une variation de vitesse qui est nulle, c'est-à-dire que sa vitesse reste constante automatiquement. Tous les référentiels que nous utilisons seront des référentiels automatiquement galiléens. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est pas là-dessus en fait qu'on va attendre les élèves. D'accord? Donc lors d'une expérience, si je suppose qu'elle est de courte durée, le référentiel terrestre, vous voyez, sera supposé galiléen. Et ça, on va simplement le retenir comme ça. Le référentiel terrestre donc, va être supposé galiléen. Le référentiel géocentrique, quand on étudiera la Lune autour de la Terre, ben, ce sera aussi, en général, supposé galiléen. Et le référentiel héliocentrique que vous connaissez aussi, vous voyez, sera aussi supposé galiléen. Alors, sachez juste pour la petite histoire que quand est-ce qu'un référentiel n'est pas galiléen? Ben, c'est quand, par exemple, vous allez avoir une expérience qui ne va plus être de courte durée. Prenez l'exemple d'un objet qui tombe. L'objet qui tombe, si sa durée de chute est très courte, le référentiel restera galiléen. À quel moment est-ce qu'il ne deviendra plus galiléen? C'est si jamais la chute est très longue. Pourquoi? Parce que pendant la chute, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la rotation de la Terre sur elle-même. Et donc, il faudra en tenir compte. Et on dit à ce moment-là, en physique, en général, que le référentiel n'est plus galiléen. Mais nous, on se mettra toujours dans une situation où la chute se fait assez rapidement. Donc, il n'y aura jamais de problème avec ça. D'accord? Donc, on ne se prend pas la tête. Ce qui est plus important, c'est la suite. Donc la suite, c'est cette fameuse deuxième loi de Newton que vous devez être capable d'énoncer. Alors je vous ai mis déjà la phrase qui l'exprime. Donc la deuxième loi de Newton, elle nous dit simplement que dans un référentiel galiléen, donc la somme vectorielle des forces extérieures appliquées au système va être égale au produit de la masse du système fois l'accélération. Alors ça se traduit comment? Alors je ne sais pas si vous le comprenez avec la phrase, mais on écrira simplement que la somme des forces extérieures, donc sigma c'est le symbole pour dire la somme, donc je vais additionner toutes les forces extérieures au système, elle sera égale à la masse du système, je reprends les notations de la phrase, donc on l'appellera M système, fois le vecteur accélération du centre d'inertie. Donc ça,
C'est la première des formules à connaître dans ce chapitre. Attention aux unités. Donc l'accélération, donc la norme de l'accélération, elle va s'exprimer en mètres par seconde. La masse, ça vous le savez, c'est en kilogrammes. Et le vecteur somme des forces, donc sa norme, et bien c'est en newton. C'est l'unité de la force. Alors je précise aussi tout de suite que dans beaucoup d'exercices, en fait la somme des forces, il n'y en aura qu'une seule. On a déjà vu dans les TP, ce sera souvent simplement le poids de l'objet. Donc il ne faut pas se prendre la tête, ce sera souvent uniquement une seule force à considérer. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme information, cette relation? Donc première conséquence, c'est que le vecteur somme des forces est obligatoirement collinéaire au vecteur accélération. Puisque vous avez une égalité entre les deux, il y a juste la masse qui va jouer le rôle de coefficient de proportionnalité en fait. Mais quand j'ai le sens de l'accélération, j'ai la direction et le sens de la force. Attention, de la somme des forces. Donc ça, on en reparlera quand on reparlera du TP. C'est quelque chose qui va être important. Et donc, si je connais toutes les forces appliquées au système, ça veut dire automatiquement que je vais pouvoir en déduire l'accélération. Et donc, avec l'accélération, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver? On pourrait retrouver donc aussi la vitesse et les positions des différents objets. Et vous verrez que c'est là-dessus qu'on va travailler un petit peu ensemble. Et donc, inversement, il est possible de déterminer aussi la somme des forces si je connais donc le mouvement, c'est-à-dire en fait si je connais l'accélération. Donc, on peut le prendre dans un sens ou dans un autre. Et donc, de façon très intuitive, donc quand on a la somme des forces extérieures, eh bien, plus la masse du système sera grande et plus l'accélération sera faible. Donc ça, vous vous doutez bien que pour déplacer, mettre en mouvement un objet, plus il est lourd, plus je vais devoir exercer une force importante. Donc ça paraît logique. Avant de passer à l'étude de cas, on va revenir à la fiche méthode que je vous avais distribuée et qu'on va déjà compléter, puisque avant de vouloir faire la somme des forces, il faut être capable de connaître certaines forces. Avant de continuer le cours, donc il faut qu'on complète cette fiche méthode description d'un mouvement. Donc à chaque fois que vous avez à décrire un mouvement, alors malheureusement dans beaucoup de sujets de bac, on va pas forcément donner beaucoup de points à l'élève pour faire tout ça. Je vous préviens tout de suite, mais c'est toujours bien de commencer un exercice en précisant tout ça. D'accord? Ça fait quelques lignes, on va dire obligatoires. Ça va pas vous rapporter beaucoup de points, faut être honnête. Mais par contre, c'est bien quand même de commencer avec ça. Quand vous avez un exercice en mécanique, donc pour définir le mouvement d'un solide, donc qui sera toujours assimilé à un point. Je répète, en terminale, on fait de la physique du point. Donc forcément, il faut toujours définir quoi? Le système, tout d'abord. Donc c'est ce que j'étudie. Donc dans ma rédaction, je vais écrire simplement système, deux points. Et par exemple, on avait fait un exercice avec un lancer franc de balle de basket. Donc là, le système, deux points, c'est la balle de basket. Ensuite, il faut toujours choisir un référentiel. Donc c'est le référentiel par rapport auquel on va décrire le mouvement. Et juste pour info, dans un référentiel, vous avez automatiquement donc un repère d'espace, souvent x, y, z, si c'est en 3 dimensions, et un repère de temps, c'est-à-dire qu'on imagine toujours qu'il y a une horloge qui est liée à ce référentiel qui me donne l'évolution du temps. Et troisième point, il faut toujours faire ce qu'on appelle le bilan des forces qu'on appelle extérieures. Alors je précise pas forcément ça aujourd'hui, appelez-les comme ça, des forces extérieures qui s'exercent sur le solide. Alors bien sûr, pour faire le bilan des forces extérieures, encore faut-il en connaître des forces. Donc on va faire un petit catalogue de forces utiles à connaître et vous verrez qu'on va piocher là-dedans et ça va largement nous suffire cette année. Les forces extérieures appliquées à un système, donc je vous rappelle que cette force, elle va être modélisée donc par un vecteur force, et donc cette force va être caractérisée par, on a quatre caractéristiques qu'on va pouvoir donner.
Donc la première, ça va être sa direction. Ensuite, on précisera aussi son sens. On va le faire sur une force en particulier. On parle en physique quelquefois d'intensité de la force. Alors vous, en maths, vous parlez souvent de normes. Donc on pourra utiliser la notion de norme. Et moi j'aime bien quand même le préciser, même si ça se fait de moins en moins, on va le mettre entre parenthèses. N'oubliez jamais de réfléchir où s'applique cette force. Donc c'est ce qu'on appelle le point d'application. Et on va commencer donc ce petit catalogue sur les forces usuelles. La force numéro 1 qu'il faut connaître, elle s'appelle donc le poids. S'il y a une force à connaître, c'est celle-là. Donc vous savez très bien que le poids, donc ce sera le vecteur P. Ce vecteur P, c'est le produit de la masse fois ce qu'on appelle le champ de pesanteur. Et vous retrouvez les infos importantes. Donc l'origine. Alors l'origine, c'est le point d'application. Hein. Par rapport à la fiche, vous pouvez le rajouter. Hein. Donc c'est toujours le centre de gravité de l'objet. La direction, c'est la verticale. Le sens, c'est vers le bas. Et la norme, donc forcément, j'enlève les vecteurs. Ça me donne P est égal à M fois G. Et vous connaissez en général la valeur de G. Cette valeur de G, elle est souvent donnée dans les exercices. Donc ne la prenez pas par cœur, elle vous sera toujours donnée. Donc si vous connaissez la masse d'un objet, vous pouvez en déduire son poids automatiquement. Vous faites M fois G, G étant donné dans l'exercice, donc vous connaissez le poids. Donc je répète, si vous avez la masse, vous avez le poids. Les autres, je vais passer assez rapidement dessus. C'est des exercices qui tombent, mais on va dire assez rarement. Quand vous avez un objet qui est posé sur un support. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un plan incliné. Ça peut arriver, c'est un peu plus compliqué. Mais on peut très bien se le représenter sur une surface qui est horizontale. Donc si j'ai le même objet qui est posé sur une surface horizontale, et bien pourquoi est-ce qu'il ne s'enfonce pas par exemple dans la table? Vous prenez l'exemple de votre stylo, hein, il est posé sur la table, il ne s'enfonce pas dans la table, ben c'est tout simplement parce qu'il y a une réaction de la table. Donc ça c'est la réaction quand la surface est horizontale. Si jamais on a un plan incliné, vous voyez que ça se complique un petit peu parce que vous avez une réaction qu'on appelle normale, c'est la perpendiculaire à la surface. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réaction normale. Et s'il y a des forces de frottement, plus ou moins grandes, vous voyez que en fait, la réaction, ça devient la somme des deux. Donc la réaction, c'est s'il y a des forces de frottement, en général, dans les exercices, les frottements sont nuls. Donc quand il y a marqué dans un exercice sans frottement, il faut le comprendre, hein, et il faut le prendre tel quel. Et vous avez donc une réaction qu'on appelle la réaction normale. Quand on a un cas avec une surface qui est ici à l'horizontale, vous voyez, la seule réaction, c'est la réaction normale uniquement. Autre cas qui peut être proposé, mais je le répète, c'est principalement le poids hein, qui sera dans tous les exercices. Mais ça, c'est au cas où. Il ne faut pas être surpris. Si jamais vous avez un objet que vous suspendez à un fil, donc là aussi, l'objet ne tombe pas parce qu'il est retenu par le fil. Donc on appelle ça la tension du fil. Donc elle s'applique au moment, à l'endroit où l'objet est relié. Et bien sûr, c'est vers le haut. Donc tout ça, ça va tendre à s'opposer au poids. Encore plus rare, la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, c'est une force qui, entre guillemets, vous le savez, va vous permettre de flotter. Donc c'est une force qui est toujours dirigée de bas vers le haut. Alors ça, c'est pi, hein, c'est le symbole du P de l'alphabet grec, P comme poussée d'Archimède. Hein. Donc n'y voyez pas quelque chose avec 3,14, hein, ça n'a rien à voir. Simplement une notation. La formule, elle est surtout pas à prendre. Il faut juste comprendre que donc la poussée d'Archimède, elle va dépendre du fluide dans lequel est plongé l'objet. Donc si je prends l'exemple d'un bateau, ça va être la masse volumique de quoi? Ça va être la masse volumique de l'eau.
fois le volume qui est immergé, c'est celui qui est assuré, et fois G, l'intensité de la pesanteur. Donc souvent, on vous donnera le volume. Alors, il y a déjà un exercice qui est tombé là-dessus. Et le volume, faites attention, il était donné en litres. Mais le problème, c'est que l'unité du système international de volume, c'est le mètre cube. Donc ça veut dire que si jamais on vous propose un volume en litres, il faut être capable de faire la conversion en mètre cube. Sinon, ça devient n'importe quoi au niveau des calculs. Hein. Donc faites attention ici pour le volume, hein, au cas où, pensez-y. J'en profite tant qu'on fait l'inventaire des forces pour parler d'une force dont on reparlera quand on s'intéressera aux planètes. C'est la fameuse force de gravitation. Donc ça, par contre, celle-là, il faut la connaître. Hein. Normalement, depuis la seconde, vous la connaissez. Il faut la connaître par cœur. Donc l'interaction gravitationnelle, c'est de dire que une force qui s'exerce d'un objet A sur un objet B est la même que celle qui s'exerce de l'objet B vers l'objet A, d'où la notion d'interaction. On appelle ça une interaction gravitationnelle. Et qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut G, la constante de gravitation, qui est donnée là, elle sera toujours donnée. SI, ça veut dire système international. Donc ça veut dire on est dans les unités du système international. Donc c'est G fois le produit des deux masses. Donc c'est la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B, divisé par la distance au carré. Alors là, je suis désolé, ouais, c'est un R qu'il aurait fallu que j'utilise. Donc je vais un peu tricher. Je vais remplacer ça par un D, comme ça m'arrange. Quel est le piège dans lequel les élèves tombent souvent? Eh bien, il y en a deux. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a souvent des élèves qui, soit en tapant la calculatrice, soit en l'écrivant, oublient le carré. Je ne sais pas pourquoi. Et le deuxième piège, c'est les unités. Pourquoi? Parce que D étant une distance, elle doit s'exprimer en mètres. Et vous vous imaginez, quand on parlera des planètes, souvent, ce seront des distances qui seront en kilomètres. Donc, il faut convertir, attention. Les masses, elles seront données en kilogrammes. Ça va pas beaucoup changer. Donc ça, ce sera bon. Et G vous est donné. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut réfléchir. Et la force, bien sûr, elle s'exprime en newton. Donc ça, on en reparlera quand on s'intéressera au mouvement des planètes. Ça fait partie des chapitres. L'année dernière, vous avez vu les champs de pesanteur qui étaient dus à cette interaction. Il existe aussi des champs électriques dus à une autre force. Donc cette force qui est appelée électrostatique, qui est définie par la loi qu'on appelle de Coulomb, et que vous avez aussi vue en première, je vous la rappelle simplement. C'est une interaction, donc F de A sur B sera aussi égal à F de B sur A. Et là, on a une relation qui est la suivante. On a une constante qui est cette fois-ci K, qui s'appelle la constante de Coulomb, fois le produit. Alors là, ce n'est pas deux masses qui vont s'attirer pour la force électrostatique, ce sont des charges électriques. Donc c'est le produit de deux charges électriques qu'on note QA et QB, divisé par leur distance au carré. Alors comme j'ai repris un D, je vais tricher à nouveau. Hop, on va dire que c'est D, la distance qui sépare ces deux objets. Et je vais dire que c'est sur D au carré. Avec le même piège que tout à l'heure, D doit être en mètres. Les charges électriques, sachez qu'elles s'expriment en coulombs. Je vais l'écrire en toutes lettres. Symbole C. Donc en coulomb aussi pour QA. Et donc la force, elle, bien sûr, elle sera en Newton. Et voilà mon petit catalogue. Alors, je vous préviens tout de suite, dans le chapitre 2 là qu'on va démarrer, c'est le poids et le poids. Donc voilà, sachez que les autres sont là, il faut les connaître, comme ça m'évitera d'en reparler une autre fois. Mais nous allons démarrer le travail principalement avec le poids. Avant de continuer, on a besoin d'avoir des connaissances donc du chapitre précédent. Je vous rappelle que le vecteur position est défini donc par ses positions, par exemple x et y, dans un mouvement,
Et on peut trouver donc la distance par rapport à l'origine en faisant la racine carrée de x au carré plus y carré. On sait que par dérivation, je peux en déduire le vecteur vitesse, puisque le vecteur vitesse, c'est bien la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc si je fais ça pour x et pour y, donc j'obtiens la vitesse selon x et la vitesse selon y. Et avec la possibilité de trouver la vitesse avec la relation qui est juste à côté. Mais c'est la partie ici qui est à gauche qui est importante. Vous savez que quand on dérive, encore une fois, on passe à l'accélération. Et donc ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que en fait aujourd'hui, ce qui va nous arriver, c'est exactement le contraire. Nous allons, grâce à la deuxième loi de Newton, nous allons partir de l'accélération, puisque la loi de Newton va nous permettre de trouver la valeur de l'accélération. Et vous imaginez bien maintenant, visuellement, que il va falloir maintenant qu'on remonte dans le sens inverse pour retrouver la vitesse de l'objet et pour ensuite retrouver la position. Donc on ne va pas dériver, on va faire les choses dans l'autre sens. Mathématiquement, on appelle ça faire une primitive. Vous n'êtes pas des spécialistes des primitives, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un moyen simple de voir les choses. Donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant avec vous. Pour la suite, je vais prendre un exemple. Je vais prendre deux équations. X, par exemple, est égal à x0 avec, bien sûr, il faut le comprendre, x0, une constante. Donc c'est comme si, par exemple, x0 est égal à 3. Prenez un exemple, hein, avec x0, donc c'est une constante. Et je prends une autre équation, y égale moins 1 demi de gt fois t au carré. Alors pour l'instant, vous allez me dire, ça sort d'où ça? Donc vous verrez, on va y revenir après. Mais acceptez-le comme ça, plus y0, avec, bien sûr, g, une constante. Juste comme ça pour info, faites comme si ça valait 9,81, si vous voyez ce que je veux dire. Et, donc c'est une constante. Et y0, une constante aussi. Et maintenant, je vais vous demander un travail très simple. C'est vous allez, s'il vous plaît, me dériver ces deux expressions. Si je fais la dérivée, on est bien d'accord, on est en physique, on va dériver par rapport à quoi? On va dériver par rapport au temps. Donc je vais essayer de trouver dx sur dt, et je vais essayer de trouver dy sur dt. N'oubliez pas que je dérive en physique par rapport au temps. Ça, je suis en physique, c'est la vitesse selon x. Ça, c'est la vitesse selon y. Pardon pour la qualité de mon accolade. Donc je dérive une valeur constante, x0, ben c'est une valeur constante, ce sera nul. Et je dérive cette expression-là par rapport au temps. Donc pour le faire en toutes lettres, donc ça va faire moins 1,5 fois g, puisque c'est une constante, fois 2t. Plus quelque chose, ben je dérive y0, c'est une constante, ce sera égal à 0. Donc je vais rajouter plus 0. Et donc tout ça, ça fait quoi? Ben, moins 1,5 fois 2, ça fait moins 1. Donc ça me fait moins g fois t. Voilà le résultat de ma dérivation. Maintenant que j'ai dérivé une première fois, vous me voyez venir, on va dériver une deuxième fois. Pourquoi? Parce que quand on dérive la vitesse, on va obtenir l'accélération. Donc je vais chercher l'accélération selon x, donc je vais dériver vx sur dt, et je vais dériver, pour avoir l'accélération selon y, je vais dériver vy sur dt. Je dérive 0, c'est 0. Il faut que je dérive maintenant encore une fois moins g fois t.
Donc c'est moins une constante fois t, donc c'est comme si je faisais moins 2x, par exemple. Ben, si je dérive moins 2x, ça fait moins 2. Donc en fait, qu'est-ce que je vais retenir simplement par cette dérivation? Je vais faire moins g, je vais obtenir. Maintenant que j'ai obtenu mon résultat de l'accélération, il faut simplement comprendre que dans tout le travail qu'on va faire dans un instant, on va faire le travail simplement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on partira d'une expression qui, je l'espère, on croise les doigts, va ressembler à ça, et qui va nous permettre d'obtenir une expression qui va ressembler peut-être à ça, et qui au final va nous permettre d'obtenir peut-être quelque chose qui va ressembler à ça. On verra bien. On va prendre maintenant ensemble la fiche qui s'appelle donc les lois de Newton que je vous ai distribuées dans le chapitre 1 et qu'on va commencer à compléter. Toute la partie au-dessus a déjà été complétée en cours. Donc je continue avec la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton, elle me dit que la masse du système fois son accélération est égale à la somme des forces extérieures. C'est le cours. Alors, regardons le cas particulier suivant. Cas particulier donc d'un point matériel de masse constante, donc la masse est constante, en mouvement rectiligne uniforme. Si le mouvement est rectiligne uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Donc, si la vitesse est constante, ça veut dire forcément que l'accélération, elle est nulle. Mais si l'accélération est nulle, vous regardez tout de suite cette partie-là à gauche, elle donne quoi? Elle donne 0. Donc, je peux écrire que automatiquement, la somme des forces extérieures exercées sur le système doit être égale à 0. Et ça, en fait, c'est la première loi de Newton. C'est ce qu'on appelle le principe de l'inertie. Si j'ai un système qui est en mouvement rectiligne uniforme, faites attention, hein, c'est pas que uniforme, il faut que ce soit rectiligne aussi. Si vous prenez une roue qui tourne avec un mouvement circulaire uniforme, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit rectiligne et uniforme. Eh bien, quand j'ai un cas de mouvement rectiligne uniforme, je peux annoncer que la somme des forces qui s'exercent sur un système doit être automatiquement nulle. Un exemple très connu, c'est l'exemple du saut en parachute. Un parachutiste va sauter de l'avion, donc sa vitesse va augmenter, et quand on fait des mesures, on se rend compte que sa vitesse, elle devient constante. Donc il chute verticalement, donc c'est rectiligne, et sa vitesse, au bout d'un moment, devient constante, uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la somme des forces qui s'exercent sur lui devient nulle. Ça veut dire tout simplement quelque chose d'important, c'est que son poids est directement compensé par les frottements de l'air. Et donc, en fait, ça peut me permettre de déterminer la valeur des frottements de l'air, puisque ça vaut exactement son poids. D'accord? Et vous avez un exemple, dans cet exemple avec le saut en parachute, d'un cas où on a quelqu'un qui continue de tomber, et pourtant, les sommes des forces qui s'exercent sur lui est nulle. Ça ne veut pas forcément dire qu'on s'arrête, hein. D'accord? On continue à tomber. Et maintenant, donc j'ai tourné la feuille et je prends l'exemple d'un mouvement d'un point matériel en chute libre. Donc un point matériel en chute libre, alors je suis un peu désolé de dire ça, mais en physique, on peut difficilement faire plus simple. C'est-à-dire que je vais prendre un objet qui va tomber. Donc je vais prendre un point de départ comme ça. Alors en général, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre comme origine le point de départ. Donc ça va être l'origine O. Comme il va tomber verticalement, hein, c'est une chute libre, donc c'est un mouvement qui est assez simple. Donc je vais appeler l'axe ici, je vais l'appeler Y. Est-ce que j'ai besoin de tracer l'axe X? Allez, on va le faire. Je vais me décaler un tout petit peu pour que vous puissiez voir les choses. Je vais peut-être changer d'avis, pardon. Donc je vais l'appeler l'axe X. Celui-là, donc ça va être l'axe Y. Alors vous l'avez vu naturellement, donc si ça c'est le sol, je vais plutôt mettre l'origine ici. Et donc là, je vais considérer, désolé, donc je vais gribouiller un peu dessus. C'est le point M, le point de départ de l'objet. Et donc je vais prendre le sol comme origine. Ça veut dire qu'au départ, mon objet est à une altitude que je vais appeler, par exemple, Y0. C'est la position de départ.
Maintenant que le schéma est mis en place, je passe à l'étude en elle-même. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Système étudié, donc c'est le point M. Référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. N'oubliez pas, hein, ça c'est le travail que vous devez faire pour chaque exercice. Bilan des forces. Quelle est la seule force qui s'exerce sur cet objet? C'est son poids, P. Je peux le représenter par exemple ici au départ. Je vais mettre en rouge. Et donc, c'est le vecteur poids. Si j'applique la deuxième loi de Newton, donc maintenant que j'ai fait mon bilan des forces, ben la somme des forces, c'est quoi la seule force qui s'exerce sur mon objet? C'est son poids. Donc la somme des forces, elle vaut le poids. Donc je peux énoncer que le poids est égal à la masse de cet objet fois son accélération. Or, nous avons vu dans la fiche précédente que quand on a fait l'inventaire des forces, on sait que le poids P, c'est égal à M fois le champ de pesanteur, M fois G. Je continue, je reprends ce que je viens de trouver juste au-dessus, donc c'est égal à la masse fois l'accélération aussi. Et là, vous remarquez quoi? On peut simplifier par la masse, et donc je peux trouver une expression qu'on va utiliser qui est que l'accélération ne dépend que du champ de pesanteur. Et ça, ce sera souvent le point de départ. Alors vous verrez que le point de départ, vous voyez, il est simple. Mais c'est après que ça va commencer à se compliquer. Le champ de pesanteur, je vais le représenter. Je vous rappelle, le champ de pesanteur, il est lié à la force de gravitation. Donc ce champ de pesanteur, je vais le représenter. Je ne vais pas prendre la même couleur que pour les forces. Donc les forces, c'est en rouge. Mais on est tous d'accord que le champ de pesanteur, c'est donc, il est dirigé vers le bas. Pardon. Il est comme ça. Donc ça, on a vu en première que le champ de pesanteur, il est toujours dirigé selon la verticale et vers le bas. Ça ne doit pas vous surprendre puisque tous les objets que je lâche, bizarrement, ils tombent suivant la verticale vers le bas. Pourquoi? Parce qu'ils suivent le champ de pesanteur. On m'indique que la chute libre se fait sans vitesse initiale. Donc ça veut dire que à t égale 0, j'ai une vitesse au départ qui est nulle. On verra que ça va être très important pour la suite. C'est ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc ça, on va le noter. Donc c'est I, C comme condition, I comme initiale. Vous verrez que c'est important pour la suite. En utilisant le schéma, je me rends compte que l'accélération est la même direction, même sens que le champ de pesanteur. Or, le champ de pesanteur, il est uniquement dirigé selon l'axe Y. Malheureusement, il est dans l'autre sens. Y est vers le haut, G vers le bas. Donc, si je projette le vecteur accélération qui vaut en fait le vecteur G sur l'axe Y, ça va me donner quoi? Je vais obtenir donc moins G. Donc maintenant, j'enlève les flèches. Hein. Quand je fais la projection sur X et sur Y, j'enlève les flèches. La projection sur l'axe X, est-ce que j'ai une valeur? Ben non, sa projection va être nulle. On a une valeur nulle suivant l'axe X, donc l'accélération selon X sera nulle. Donc j'obtiens quelque chose d'important, j'obtiens que les coordonnées de l'accélération, donc suivant X, c'est 0, et suivant Y, c'est moins G. Voici les coordonnées du vecteur accélération dans cette situation. Maintenant que j'ai les coordonnées du vecteur accélération, dans tous les exercices donc, qui sont liés au chapitre 2, forcément, on va vous demander d'en déduire la vitesse. Donc,
comment est-ce que je passe de l'accélération à la vitesse? Donc, malheureusement, je ne peux pas dériver, mais il faut que je fasse l'inverse. Donc, on parle d'intégration. C'est là le mot qui est là. Vous pouvez aussi résumer ça en disant que on primitive. On va introduire ce verbe, hein, primitiver. Donc, on primitive les coordonnées non, j'aurais pas dû faire le trait là. Donc on primitive, pardon, les coordonnées de l'accélération, hein. C'est l'accélération dont on fait la primitive. Qu'est-ce qui, quand on dérive, donne quelque chose qui vaut 0? En fait, c'est ça la question. Ben, on sait que c'est une constante. Donc malheureusement, cette valeur de constante, je ne la connais pas. Vous allez voir que ça va être notre problème. Ça va être de déterminer les constantes. Donc cette valeur de constante, je vais l'appeler, donc ici, je sais pour l'instant que j'ai 0 moins g. Pourquoi? Parce que dvx sur dt, c'est ax. C'est ça. dvy sur dt, c'est moins g, parce que c'est ay. Donc là, je fais que recopier les valeurs. Maintenant, je cherche v. Donc, qu'est-ce qui dérivé donne quelque chose qui vaut 0? Eh bien, ça s'appelle une constante. Alors, cette constante, il va falloir la trouver. Pour l'instant, je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler C1. Je ne la connais pas pour l'instant. Il va falloir que je la trouve, hein, cette constante. Ensuite, qu'est-ce qui dérivé donne moins g? Ben, qu'est-ce qui dérivé donne moins g? C'est moins g fois t, donc moins gt. Si vous voulez, vous pouvez mettre le signe de multiplication. Moins g fois t, plus une constante. Pourquoi? Parce que j'ai encore une possibilité d'avoir une constante, parce que dérivée, elle sera nulle. Donc cette constante, je ne la connais pas. Il va falloir la trouver, ça s'appelle C2. Donc pour comprendre ça, on est d'accord, si on repart dans l'autre sens, c'est-à-dire si on dérive la vitesse, je dérive une constante C1, ça me donne bien 0. Je dérive une expression du genre moins g fois t plus une constante C2, la dérivée fait bien moins g. Et maintenant, votre problématique, c'est trouver les valeurs de C1 et de C2. Et pour ça, elles portent bien leur nom, on appelle ça des constantes. Donc ça veut dire que moi, mathématiquement, il faut que je trouve une valeur à un moment donné. Et quel est le moment donné qu'on va choisir pour trouver les valeurs de C1 et de C2? Regardez, vous avez la réponse sur votre feuille ici. On va prendre un moment donné qui est tout simplement t égale 0. Pour déterminer les constantes, je vais me placer à t égale 0. Et donc, je vais me poser une question, entre guillemets, simple. C'est que valait la vitesse selon x à t égale 0? Eh bien, on me dit dans l'énoncé qu'on n'a pas de vitesse initiale. Donc ça veut dire que la vitesse initiale au départ elle est égale à 0. Donc la vitesse selon x à t égale 0, elle vaut 0 puisqu'il n'y a pas de vitesse. Or, comme vx est une constante, eh bien forcément cette constante c'est C1. Donc C1 vaut 0 tout simplement. Donc en fait j'ai une valeur qui vaut toujours 0. Pareil pour Vy. Donc Vy, je vais choisir quoi pour trouver ces deux? Ben, je vais me poser la question, que vaut Vy à t égale 0? Donc à t égale 0, que vaut Vy? Ben, si ça vaut moins g fois 0, puisque c'est pour t égale 0, plus C2. Donc ça fait C2. Or, que vaut la vitesse à t égale 0? Elle est nulle. Donc Vy vaut aussi 0. Donc je viens de démontrer que C2 était nul. Donc on pourrait dire tout ça pour ça, et vous verrez que malheureusement dans d'autres cas ce sera pas égal à 0. Quand on aura une vitesse initiale, pensez au lancer franc avec le ballon de basket, malheureusement la balle elle a une vitesse initiale au départ. Donc là on ne pourra pas dire que c'est égal à 0. Là j'ai pris une situation simple. Donc maintenant je viens de déterminer que C1 est égal à 0, que C2 est égal à 0. Donc qu'est-ce que je peux annoncer? Je peux annoncer que la vitesse elle a pour coordonnée 0, puisque c'est C1,
et moins g t plus 0. Donc je n'écris rien d'autre que ça. Voilà les coordonnées du vecteur vitesse. Maintenant qu'on a les coordonnées du vecteur vitesse, on va pouvoir en déduire celles du vecteur position. Et donc là aussi, on va devoir faire la primitive du vecteur vitesse. Donc on va primitiver les coordonnées de la vitesse. Donc quelles sont les coordonnées de la vitesse? Vx, on sait que ça vaut 0. Vy, on sait que ça vaut moins g fois t. Le fois, hein, vous pouvez le rajouter si vous voulez, ça ne changera rien au problème. Et maintenant, on va se reposer la question, eh bien, qu'est-ce qui, dérivé, donne 0? Donc c'est une constante, à nouveau. Attention, ce n'est pas la même constante qu'avant. Donc là, je suis obligé de l'appeler C3, une troisième constante. Qu'est-ce qui, dérivé, donne moins g fois t? Eh bien, vous l'avez vu sur le document qu'on s'est amusé à compléter tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qui donne moins g fois t? Ça va être moins 1 demi de gt carré plus une constante, il faut que j'en tienne compte aussi. Cette constante, je vais l'appeler C4. Donc là, il y aura chaque fois 4 constantes à utiliser. Maintenant, il faut qu'on détermine donc C3 et C4. Pour ça, à nouveau, on va utiliser ce qu'on appelle donc les conditions initiales. Alors, je viens de remarquer dans le document qu'on me disait que la position en t égale 0 était x0, y0. Dans le schéma qu'on a fait tout en haut, j'ai bien pris une valeur y0, mais je n'ai pas pris de décalage. Pour x0, x0 va considérer que c'est égal à 0, tout simplement. Donc la position de départ, je vais remettre le schéma à l'instant. Donc dans mon schéma, j'ai pris quand même l'axe y avec la valeur en x qui est égale à 0 au départ. Mais mon point était bien à une certaine altitude, donc qui s'appelle y0. Donc j'en tiens bien compte de cet y0. Donc ça existe. Hein. Et maintenant, je termine la démonstration. Maintenant, on va pouvoir retrouver avec les conditions initiales. Donc les conditions initiales, on va se placer à n'importe quel, on ne va pas se placer à n'importe quel temps, on va se placer à un temps particulier qui est t égale 0. Donc x de t à t égale 0. On vient d'en parler, donc on se dit que ça vaut 0 au départ, et donc comme c'est une constante, ce sera automatiquement ma constante C3. Et pareil pour y de t égale 0, donc ça va donner moins 1 demi de g fois 0 au carré, bah, tout ça, ça fera 0, plus C4, donc ça fait C4. Mais attention, que vaut y à t égale 0? Là, par contre, on a vu dans la situation qui était la nôtre que y n'est pas égal à 0. La balle, elle n'est pas au sol. Elle est à une certaine altitude qui s'appelle cette fois-ci y0. Donc là, il faut faire attention, hein, les conditions initiales. Il ne faut pas croire que c'est automatiquement 0. Il faut réfléchir à chacune des situations quand elle est proposée. Et donc maintenant, je peux annoncer que le vecteur position OM a pour coordonnées x qui vaut donc 0. Donc ça veut dire que le mouvement ne se fait pas selon x. Ça paraît logique, la balle ne tombe que verticalement. Mais par contre, en y, j'ai un mouvement qui est de la forme moins 1 demi de g fois t au carré plus une altitude, donc y0. Ça, c'est ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement.